Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour Manuel Davy. Bonjour Sophie. Manuel, tu es le présentateur et l'instigateur de ce beau projet que sont les carnets de l'IA, un podcast qui existe depuis bientôt 4 ans et dans lequel tu as interviewé près de 70 spécialistes de l'intelligence artificielle, tous domaines confondus. Tu es CEO de Vecchia, cofondateur de Aiko et président de la Cité de l'IA. Tu es donc toi-même un expert du sujet et on a eu envie d'inverser les rôles pour l'occasion, de t'interviewer toi en fait. Tu as déjà été interviewé par une intelligence artificielle dans les carnets de l'IA sur ton parcours et celui du podcast. C'est un épisode qu'on ne peut que vous inviter à écouter et qu'on mettra dans la barre de description de celui-ci. Et à l'occasion de cette rentrée scolaire, on avait envie de te faire revenir plus longuement sur certains sujets relatifs à l'IA. Avec grand plaisir et effectivement, je voulais juste dire que cette aventure du podcast Les Carnets de l'IA, c'est une formidable aventure qui m'a permis de rencontrer énormément de gens intéressants et puis de leur permettre à eux de partager leurs connaissances avec notre audience. Et donc, c'est un énorme plaisir pour moi d'être sur ce podcast des deux côtés. Comme je disais, les carnets de l'IA existent depuis bientôt 4 ans. Et puis, de toute façon, de par tes activités professionnelles, tu es aux premières loges de l'évolution de l'intelligence artificielle. Selon toi, qu'est-ce qui distingue l'IA d'aujourd'hui des premières générations que tu as pu observer ? Alors, moi, je suis rentré dans l'IA pendant ma thèse, en fait, donc dans la fin des années 90, où on commençait à voir les prémices du machine learning. Hein, c'est ce qui permet d'apprendre à partir de données. Et c'est finalement le cœur technologique qui est à la base de l'ensemble des générations les plus avancées d'IA aujourd'hui, à l'exception des IA symboliques, qui ne sont pas mortes, mais qui continuent d'exister. Les IA symboliques, c'est tout ce qui se fait à partir de règles apprises ou définies. L'évolution majeure, c'est 2015, l'émergence du deep learning, donc qui est la capacité de créer des réseaux de neurones de très grande taille, et donc avec des capacités d'apprentissage démultipliées par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça a été également la technologie qui est au cœur de ce dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui est l'IA générative, donc les modèles de langage, l'IA pour générer des images ou des vidéos, de la musique. Donc tout ça, ça repose sur cette technologie de deep learning qui aujourd'hui est un peu la référence. Néanmoins, en parallèle de ça, qui prend un peu toute la lumière des projecteurs, l'IA, c'est aussi du machine learning un peu plus que j'appellerais traditionnel, mais qui continue aussi d'évoluer, à la fois avec la puissance des ordinateurs, le travail des chercheurs et les applications de plus en plus fortes qu'on peut en faire. Donc l'IA reste un sujet extrêmement innovant dans tous ces domaines. J'ai tendance à dire qu'on parle de course à l'IA, c'est une fausse image. En fait, c'est plus les Jeux Olympiques de l'IA. Il y a des centaines de disciplines avec des centaines de technologies différentes. Je pense que l'IA générative dont on parle aujourd'hui va un peu se normaliser. La bulle de l'IA autour de cette technologie va probablement se dégonfler fortement, puisque les gens vont prendre conscience des limites qui sont inhérentes à ce type d'algorithme. Donc l'IA n'a pas dit son dernier mot dans l'ensemble de ses composantes. Et est-ce que l'IA te fascine tout autant qu'il y a plusieurs années ? Oui, je trouve que c'est une technologie fascinante parce que c'est une technologie miroir dans laquelle, quand on regarde, on voit l'humain, en fait. Et l'humain est évidemment un sujet d'étude infini. À la fois la façon dont on parle de l'IA, la façon dont on l'utilise, la façon dont elle nous renvoie nos propres tics de langage, nos propres excès parfois. Donc c'est tout à fait passionnant à ce titre-là. Est-ce que tu t'en sers autant dans ta vie perso que dans ta vie pro ? Je pense que tout citoyen, tout habitant de la planète aujourd'hui qui a un smartphone, qui utilise l'informatique, utilise, qu'il le sache ou non, beaucoup d'intelligence artificielle dans sa voiture, dans son GPS, dans les réseaux sociaux. Donc évidemment, je l'utilise. J'en ai aussi des usages professionnels pour faire des résumés de réunions pour un certain nombre d'usages. Mes deux sociétés, Aiko et Vecchia, évidemment font des solutions d'IA. Donc c'est mon quotidien professionnel. Et puis la Cité de l'IA, évidemment, on accompagne son adoption. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais plus ou moins prédit et au contraire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris dans l'évolution de l'IA, qu'il s'agisse de son usage ou des nouvelles possibilités qui se sont ouvertes ? Je dirais on a tous été surpris par les premiers modèles de langage et leur capacité à donner du sens. Et c'est vrai
que ce serait prétentieux aujourd'hui de dire qu'on l'avait prévu. Je pense que ce que ça nous a révélé finalement, c'est que la structure du langage et des corpus documentaires qui servent à apprendre des IA contiennent énormément de sens, et qu'aujourd'hui on est capable de capter ce sens. Par contre, il y a un certain nombre de choses que j'avais prévues et qui se réalisent, c'est que malgré ça, en fait, il y a des limites techniques à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'intelligence artificielle générale, voire la super-intelligence, tout ça c'est de la science-fiction, parce que ce que je dis en connaissance de cause, c'est que la technologie nous maintient très loin de ces capacités-là. À l'état aujourd'hui, on est incapable de faire ça, pour des raisons techniques précises. J'avais prédit également que la technologie des modèles de langage allait se commoditiser, c'est-à-dire que la course sur cette technologie-là, elle n'a pas vraiment de barrière à l'entrée, il suffit de mettre un peu d'argent, on arrive à faire des modèles très compétents, il y a eu DeepSeek, il y a Mistral, etc. Et donc finalement les acteurs de ce secteur-là, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir des business models rentables, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. J'avais prédit aussi que la performance des modèles de langage allait plafonner, c'est ce qu'on voit avec la sortie de GPT-5. Donc globalement, quand on a une analyse technique, scientifique et opérationnelle de la technologie, en fait tout ça c'est évident. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon job d'essayer d'expliquer en fait aux gens pourquoi c'est évident, parce que ça ne l'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est non initié, ça peut être un peu nébuleux. Il y a plein de choses qui peuvent nous surprendre, alors qu'il devient compliqué de ne pas faire entrer l'IA dans notre quotidien, ne serait-ce que professionnel, par exemple en s'en servant comme d'un assistant. Voilà, et donc c'est important d'expliquer que ça fait des erreurs, que y a même, je voyais une photo hier sur un chemin de randonnée qui disait c'est pas parce que Google ou ChatGPT vous dit que ça passe que c'est possible de passer par là. Donc en fait, il y a quand même le rappel au réel à un moment donné. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui rend les choses compliquées à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation. Il y a le marketing des grands groupes comme OpenAI ou Grok, enfin l'ensemble des acteurs de ce domaine-là qui disent n'importe quoi parce qu'ils ont de l'argent à lever, ils ont des clients à conquérir, et plus ils en rajoutent, mieux c'est. Et puis, il y a tout un ensemble de groupes de pression qui, pour des raisons philosophiques, des croyances ou des raisons pécuniaires, vont aussi raconter n'importe quoi. Et donc, pour le citoyen lambda, c'est très compliqué d'y voir clair. Quels sont les thèmes que tu aimerais le plus explorer dans la prochaine saison du podcast ? Moi, ce qui me passionne, c'est comment on peut faire concrètement de l'IA pour que ça marche et que ça rende service aux organisations et aux gens qui y travaillent. Et donc, moi, ce qui m'intéresse d'explorer, c'est comment l'intelligence artificielle, de manière très précise, très concrète, elle rentre dans le quotidien des gens, ce que ça leur apporte, comment on fait pour créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est pas juste du chiffre d'affaires ou de la rentabilité, c'est aussi du plaisir au travail, c'est de l'impact environnemental positif. C'est de l'amélioration globalement du fonctionnement de la société. Et donc c'est ces sujets-là, moi, que j'ai à cœur de continuer d'explorer, avec en filigrane parfois des questionnements technologiques, parfois des questionnements philosophiques, mais vraiment d'avoir cette vision sur, en vrai et concrètement, comment ça marche. Est-ce que tu veux qu'on spoil un peu les prochains épisodes ? Parce que justement, il y a vraiment tout un panel, et c'est marrant parce qu'on avait enregistré donc, sur la même journée, oui, pendant l'IA Summit. Et c'est fou parce que sur 6 enregistrements, ça couvre tellement de sujets relatifs à l'intelligence artificielle, et pourtant il y en a encore tellement d'autres. Oui. Alors, dans l'ordre, les prochains épisodes, ce sera Claire Lebars. De Malte, tout à fait, avec comment ils sont passés à l'échelle en fait sur les sujets d'intelligence artificielle sur la plateforme Malte, donc qui sert pour les freelances, pour trouver des contrats, et inversement. On a parlé vraiment de sujets passionnants avec elle, enfin vous avez parlé de sujets passionnants ensemble, sur notamment le recrutement et la peur aussi pour certains freelances de perdre des contrats. Et ce qui est intéressant, aussi dans son témoignage, c'est de voir comment par le capteur qui est la plateforme Malte du marché des freelances, en fait, on voit les évolutions des offres et de la maturité quelque part des entreprises clientes sur ces sujets. On a aussi Jean-Loup Loyer. Oui, très bien. Donc un sujet industriel. Donc Eramet, c'est une société minière mondiale, et en fait, ils ont d'énormes cas d'usage parce que évidemment optimiser les opérations dans une industrie aussi lourde, c'est majeur. Et donc il explique comment et ce qu'ils ont fait pour optimiser le fonctionnement d'Eramet dans plusieurs sites. On a également Mick Lévy. Donc Mick Lévy, une personnalité très sympathique et qui partage beaucoup son savoir, notamment sur l'adoption en fait dans les entreprises et comment on fait pour faire réussir des projets d'intelligence artificielle. Donc il a un très bon discours, une très bonne expertise là-dessus, et il a eu la gentillesse de le partager avec nous. On a également eu Nicolas Diacono au micro des Carnets de l'IA. Voilà, donc là on est un peu plus dans la prospective. Donc la prospective est un exercice difficile dans la matière d'IA. Néanmoins, il a un discours que je trouve raisonnable et en même temps très éclairant sur un certain nombre de futurs qui peuvent arriver avec l'intelligence artificielle. Et puis, alors,
On avait donc 5 interviews bookées, mais on a rajouté une interview de dernière minute. Donc c'était Guillaume Lecoeur qui s'est rendu disponible. Oui, absolument, du groupe SNCF. Effectivement, SNCF est une énorme entreprise qui a une exigence de fonctionnement qu'on connaît tous et qui s'en sort plutôt bien dans ma vision opérationnelle, mais je sais que c'est pas toujours partagé, mais qui utilise énormément d'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines en fait, d'activité du groupe SNCF, et il va nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait. C'était vraiment des entretiens très enrichissants et passionnants à écouter, et j'ai hâte que les auditeurs et auditrices puissent les entendre. Oui, c'est beaucoup de témoignages très intéressants, et comme toujours, on a privilégié le concret, je dirais les choses appliquées et compréhensibles pour le plus grand nombre, pour donner une vision la plus réelle possible et la plus exacte possible de ce qu'est la réalité de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les organisations et les entreprises. En tout cas, une journée intense pour toi, parce que t'étais... Tout à fait, mais extrêmement exaltante, puisque en fait, l'IA Summit a été un très gros succès. On attendait 1000 personnes, on a eu 1200 inscrits, on a eu la présence de la ministre, de Xavier Bertrand, aussi le président de la région, et d'un certain nombre de personnalités de l'IA très, très intéressantes. Donc c'était un grand succès, et on réorganise le prochain le 30 juin 2026. Vivement. As-tu remarqué une évolution dans les attentes ou le niveau de connaissance des auditeurs et des auditrices au fil du temps ? Alors oui, tout à fait. Sur les dernières années, on est passé d'un mode un peu sensibilisation, où là, il fallait vraiment expliquer la technologie, ce qu'elle permettait de faire, là où on en était vraiment, à un mode plus concret de comment je fais pour m'approprier la technologie à titre personnel ou dans mon organisation. Et cette évolution, elle implique de faire évoluer un petit peu les formats et les sujets qu'on adresse. Et donc, on essaye d'être de plus en plus sur le comment, toujours un peu sur le quoi, mais le comment devient de plus en plus important dans les questionnements. Et si on se projette dans 5 ans, qu'est-ce que tu dirais à l'auditeur d'aujourd'hui pour se préparer aux mutations de l'intelligence artificielle ? Alors, sur une période de 5 ans, la probabilité est assez peu probable, même si ça peut arriver qu'il y ait des évolutions absolument radicales dans la technologie, comme il y a pu y avoir avec le deep learning et les modèles de langage. Donc moi, je me projette plus sur une normalisation un peu de l'ensemble de ces technologies existantes, qui vont bien sûr continuer d'évoluer, à la fois en taille d'échelle, en consommation énergétique, en spécialisation aussi. Je pense que l'avenir, maintenant, est à la spécialisation des modèles. On a fait la preuve avec les modèles de langage qu'on savait faire des choses qui savent générer des phrases grammaticalement correctes et avec du sens par rapport à la question posée. Mais ça manque encore de précision et d'exactitude. Et donc, la meilleure façon d'obtenir ça, c'est de faire des modèles très spécialisés, peut-être plus petits. On parle des Small Language Models aujourd'hui pour contrebalancer les Large Language Models, donc des petits modèles qu'on pourra faire tourner localement sur son ordinateur ou sur un serveur de l'entreprise, et qui sera spécialisé dans une tâche donnée, mais qui le fera mieux que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Par contre, je ne m'attends pas à l'émergence de la super-intelligence ou de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui pourra faire, entre guillemets, mieux que moi mon travail dans l'ensemble de ses composantes. Aujourd'hui, le travail en entreprise, il y a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle ne sait pas faire et ne saura pas faire durablement. Je pense notamment à l'esprit critique, la capacité à juger la qualité d'un résultat, je pense à la capacité à raisonner de manière déontologique et éthique. Je pense également à la créativité, c'est-à-dire avoir des vraies idées originales, l'IA n'en est pas capable. Je pense également à l'intuition, et puis enfin, ce qui fait notre humanité, notre capacité à communiquer de personne à personne, ce que l'IA ne saura jamais faire, bien sûr. J'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un truc chez l'humain du droit à l'erreur, qu'on ne va pas forcément accepter dans l'IA, et ça nous enrichit aussi les erreurs qu'on fait. Exactement, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire on connaît tous la découverte de la pénicilline avec Fleming qui s'est dit tiens, pourquoi ça a fait ça, ce truc-là c'était pas prévu, et qui a creusé cette piste. Évidemment, c'est quelque chose les grandes découvertes, elles viennent souvent de là. Et donc l'IA, c'est le contraire un peu de la sérendipité, elle ne récite que des choses qu'elle a déjà vues avant. J'ai une dernière question. Je ne sais pas si tu es familier du concept de hot take, c'est-à-dire une forte opinion très tranchée, potentiellement controversée, sur un sujet donné. Alors c'est quoi ta hot take sur l'intelligence artificielle ? En fait, moi, je suis complètement convaincu que les territoires, la France, l'Europe, en fait, n'ont pas dit leur dernier mot sur les technologies de l'IA. Je pense que c'est aller un peu vite en besogne d'enterrer un peu nos entreprises en disant la course est perdue, c'est OpenAI, c'est DeepSeek qui l'ont gagné. C'est pour moi complètement faux, parce que ces entreprises sont des colosses au pied d'argile. Et puis, c'est pas ça qui transforme la performance des entreprises. Ce qui les transforme, ce sont les cas d'usage spécialisés. Et là-dessus, il y a un champ des possibles immense qu'aucun pays seul ne peut couvrir à lui tout seul. Et donc les opportunités pour l'Europe, pour la France, pour les Hauts-de-France sont majeures.
Et donc, moi, je mettrai toute mon énergie, en tout cas, pour que les entreprises puissent arriver à développer ce type de technologie. Eh bien, merci beaucoup, Manuel. Avec plaisir, Sophie. Merci pour cette interview. As-tu un dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, continuez d'écouter les carnets de l'IA. C'est un plaisir qu'on partagera ensemble. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure que les carnets de l'IA étaient dans le top 3 sur Ocha, des podcasts sur le sujet les plus écoutés. Tout à fait. On est extrêmement fiers de ça. On a devant nous des podcasts, je dirais, de niveau national, portés par des journaux très puissants. Et donc, dans les podcasts, je dirais, indépendants, on est leader et ça me fait extrêmement plaisir. Et je pense qu'il faut en remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont fait un super boulot. Et puis l'équipe de production à Natif qui fait aussi un très bon travail. Merci à vous. Et surtout, un grand bravo à toi. Merci. Merci beaucoup.